Tout le monde ici, j'imagine, a en tête une œuvre qui évoque le principe de boucle temporelle. Dans le jeu vidéo, par exemple, le plus connu étant évidemment The Legend of Zelda Majora's Mask, avec sa boucle temporelle de 3 jours. Dans la littérature, l'une des premières œuvres qui utilise ce concept, elle nous vient directement d'une nouvelle de Richard Allen Lupoff, appelée Midi-Une, qui aura d'ailleurs de nombreuses fois été adaptée en série télévisée. Et justement, en parlant de série télévisée et du coup de grand écran, aujourd'hui on va évoquer le film le plus connu qui évoque ce principe de boucle temporelle, et je parle évidemment de Un jour sans fin. Mais avant de parler du film plus en profondeur, on va d'abord revenir sur le contexte de création du film, et notamment le déroulement de la production dans ce dernier, dans les grandes lignes, parce que bon, faut pas déconner, en vrai je pourrais faire une vidéo de une demi-heure sur tout le tournage et toute la production, mais j'ai la flemme. Toute l'histoire du film commence avec Danny Rubin, scénariste américain qui, pendant sa lecture d'un roman fantastique, Lestat le vampire, va se poser des questions quant à l'immortalité et notamment sur son réel intérêt. De ça va naître la réflexion de est-ce qu'au final la vie ne deviendrait pas longue, sans enjeu et un peu répétitive. Et c'est avec cette idée en tête que Rubin va écrire le scénario d'un homme qui chaque matin se réveille et constate qu'il vit encore et encore la même journée. C'est d'ailleurs pendant cette phase que du coup l'écriture principale du film va être entamée. Et une information cruciale à savoir, c'est qu'à l'origine, le scénario a une écriture bien plus sombre, du moins en comparaison avec le film que l'on connaîtra finalement. Le scénario original n'hésitant pas à montrer plus d'aspects de la solitude et de la détresse de Phil qui est bloqué dans cette journée. Et seconde information, mais cette fois-ci qui spoil, alors je vous mets un petit lien, la fin originelle du film montrait Rita qui rejette Phil car ne se sentait pas prête pour une relation. Et après ça, elle se retrouvera elle aussi bloquée à son tour dans une boucle temporelle. C'est une fin intéressante à l'origine qui venait donner un sens à pourquoi les personnages se retrouvent bloqués dans une boucle temporelle, mais elle sera vite oubliée parce qu'elle n'allait pas avec les thèmes abordés par le film. En plus de ça, elle brisait un petit peu la sacro-sainte happy ending et laissait envisager une suite, ce que Rubin n'avait pas trop l'air de vouloir. Une fois l'écriture du script finie, il l'enverra dans pas mal d'agences et après quelques refus, il se retrouvera entre les mains de Harold Ramis. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un scénariste et réalisateur qui a travaillé sur pas mal de films avant Un jour sans fin et est notamment connu pour être derrière le scénario de SOS Fantôme, mais aussi avoir été l'un des acteurs principaux du film. Après avoir été mis en contact, les deux hommes vont beaucoup débattre sur le projet, Ramis décidant de rajouter de l'humour sur le script de Rubin, qui en manque un petit peu. Ils vont ensuite chercher à aborder l'aspect métaphysique de l'intrigue en évoquant des thèmes comme la réincarnation ou encore le spiritualisme, pour trouver dans quelle direction ils comptent faire partir le scénario final. Mais comme jusque-là tout se passait visiblement trop bien, un gros problème va se présenter à eux, à savoir le choix d'un studio. Ils se retrouvent à cheval entre un petit studio qui leur fournira un budget de 3 millions, et Columbia Pictures qui de son côté va leur offrir plus de moyens, mais imposer quelques contraintes. Au final, après réflexion et conseil de Ramis, Rubin sera d'accord pour faire malgré tout des concessions à contre-cœur et proposer le projet à la Columbia Pictures. Et c'est à partir de maintenant que la production va devenir, disons, plus chaotique. Donc plusieurs réécritures vont avoir lieu, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le film va commencer à lorgner vers la comédie romantique, puisque Rubin va être écarté du projet, c'est donc Ramis qui va en avoir les rênes, et le film va donc s'orienter vers une comédie relativement classique, enfin du moins jusqu'à ce que Bill Murray arrive dans le projet. L'acteur qui arrivera d'ailleurs attiré par le script de Ramis avec qui ils s'entendent bien, ayant déjà travaillé sur pas mal de projets ensemble, comme je l'ai cité plus tôt, SOS Fantôme. Mais comme personne visiblement n'aime se mettre d'accord dans cette production, Murray et Ramis rentrent très rapidement en conflit. En effet, Murray est de l'avis de Rubin qui veut pousser vers un film bien plus psychologique, et Ramis lui maintient son désir de créer une comédie qui pourrait donc plaire au plus grand nombre. Ajoutez déjà à tous ces conflits en interne le studio de production qui ajoute des contraintes, on arrive à un stade où Rubin va carrément se barrer de la production du film pendant un bon moment, bien qu'au final le studio finira par le réembaucher, même si ça ne l'empêchera pas d'être en désaccord avec le scénario. Au final, malgré une lutte acharnée, Rubin et Bill Murray n'auront pas le dernier mot et c'est bien Columbia et Ramis qui gagneront ce débat. Le film finira donc par s'orienter vers une comédie. Pour ce qui est du casting, eh bien contrairement au scénario, tout va relativement bien se passer dans l'ensemble. Simple anecdote, à l'origine c'est Tom Hanks qui était vu pour incarner le rôle de Phil, mais il refusera ne se trouvant pas adapté pour le rôle, à cause de la réputation qu'il possède dans ses films. Le seul vrai problème que l'équipe va rencontrer pour le casting, c'est lui. Alors au cas où, pour ceux qui ne le sauraient pas, la tradition de la journée de la marmotte, qui est présente dans le film, existe réellement, et c'est pas une invention. Donc le problème de l'équipe ici est que la véritable marmotte de... Bon, Google ? Punxsutawney. Merci. Bref, la véritable marmotte qui s'appelle Phil d'ailleurs, n'a pas pu être cast pour le film, la mairie de Machin ayant été déçue que le tournage ne se déroule pas dans la ville, ils n'accorderont donc pas l'autorisation pour la marmotte. Oui, ils ont réussi à avoir Bill Murray et Chris Elliott, mais pas une marmotte. En tout cas, maintenant que le scénario et le casting sont faits, le tournage peut enfin commencer, et ce sera à l'Illinois, dans la petite ville de Woodstock, qui correspondra parfaitement aux attentes du studio et Ramis qui voulait une ville intemporelle.
Le tournage va donc commencer le 16 mars 1992 et durer environ 3 mois, puisque se terminera le 10 juin de la même année. Un tournage qui, à l'image du scénario, ne va pas être des plus simples, parce que jusque-là tout se passait trop bien, évidemment. Déjà, un problème récurrent dans le cinéma, les conditions météorologiques. Il faisait donc très froid, et quand les acteurs ne tournent pas loin de 10 heures par jour, moins 10 degrés c'est pas beaucoup. Autant dire que ça a vite irrité certains acteurs, surtout Bill Murray qui plus est à l'époque était dans une période compliquée puisqu'en plein divorce avec Margaret Qualley. Rajoutez à cela que Murray et Ramis sont toujours en tension puisque Murray aimerait toujours un film plus sombre là où Ramis maintient son envie de faire une comédie romantique. Bref, Murray sur le tournage est particulièrement tendu et ça n'aide pas vraiment pour le bon déroulement de ce dernier. Il devra même aller jusqu'à un moment s'excuser auprès de Michael Shannon après avoir été un peu désagréable à son encontre et ce sur demande de Ramis. Vous l'aurez compris, j'imagine, un tournage pas facile ni très joyeux dans l'ensemble, mais qui arrivera finalement à son terme. Le film pourra donc aller en post-production et sortira finalement en 1993. 1993 qui est d'ailleurs une année assez rude en concurrence pour les films familiaux, puisque sort aussi à cette période des petits trucs comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, Last Action Hero ou encore Jurassic Park. Mais malgré tout ça et la concurrence, le film fera une très bonne réussite au box-office, surtout pour l'époque, puisque le film ayant coûté 14,6 millions de dollars pour en rapporter 105 millions. Un très joli succès mais qui est quand même assez éloigné des plus grands de l'industrie comme Maman j'ai raté l'avion qui avait rapporté plus de 450 millions. Pour ce qui est du public et de la critique, il est assez favorable dans l'ensemble, bien que beaucoup reprochent au film d'être trop proche des standards des films hollywoodiens de l'époque, et de manquer un petit peu d'identité ou d'ambition de faire du neuf. Mais ce qu'on peut vraiment noter après ce succès, c'est l'amitié et le lien entre Ramis et Murray qui se trouvera brisé. Murray n'ayant pas aimé le rendu final du film, bien qu'il respecte la vision de Ramis, et ce dernier quant à lui n'aura pas apprécié le comportement de Murray pendant le tournage. La fin d'un duo, puisque les deux hommes ne travailleront d'ailleurs plus jamais ensemble après ce film, malgré le fait que Ramis a souvent avoué avoir eu envie de se réconcilier avec son ancien ami. Et pour ce qui est de Rubin, le scénario de son futur sera pas non plus très joyeux. Malheureusement, aucun de ses scénarios futurs n'aboutira et il dira plus tard qu'il regrette vraiment que Un jour sans fin soit son plus gros succès puisqu'il considère que c'est même pas vraiment le fruit de son travail, mais plus celui de son ami Ramis. Un constat un peu amer et triste pour un film qui a marqué toute une génération et même la suivante puisqu'il est clairement aujourd'hui rentré dans la catégorie des films cultes et intemporels. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, finalement, qu'est-ce que ça vaut réellement Un jour sans fin et surtout de quoi ça parle ? Le film est donc une comédie romantique, on suit Phil Connors, présentateur météo, qui n'est pas le genre de personne que l'on veut avoir parmi ses proches, un but de sa personne méprisant, bref, un collègue de merde. Pour une émission, il doit présenter la ville de merde là, et le festival du jour de la marmotte. Durant le séjour, il va rencontrer Rita, la productrice dont il va tomber sous le charme, et après avoir enregistré les festivités, Phil va être contraint de rester en ville pour la nuit à cause d'un blizzard. Mais une fois qu'il va séjourner dans l'hôtel et se réveiller le lendemain, il se retrouve à vivre sa journée d'hier et est bloqué dans cette boucle temporelle. Aujourd'hui, Un jour sans fin a clairement marqué les esprits et ça fait clairement partie de ces films que beaucoup de gens ont vus et presque tout le monde connaîtra. Et pour ça, on peut clairement dire merci à Harold Ramis qui, pendant la réécriture du film, a modifié assez d'éléments pour que, justement, ce film devienne tout public. Mais dire que le génie ne vient que de là serait de mauvaise foi. Puisque ce qui aura également retenu l'attention, c'est le jeu d'acteur en général, mais plus particulièrement Bill Murray qui incarne parfaitement l'odieux connard dans ce film, et je pense même qu'on pourrait rapprocher sa performance si crédible de la situation dans laquelle il se trouvait pendant le tournage. Forcément, c'est plus simple d'être aigri quand on est aigri de base. Un truc qui est sûr, c'est que aujourd'hui encore, j'ai jamais rien vu de similaire à Un jour sans fin sur grand écran. Le principe de boucle temporelle s'intègre de manière parfaite au format et le rythme du film est très bien géré. Le film d'ailleurs ne dure qu'1h40, ce qui est assez court quand on compare à beaucoup de films célèbres aujourd'hui, et malgré cette durée, le film ne lésine pas sur ce qu'il raconte. Rajoutez à ça une technique irréprochable et une mise en scène qui sert la narration et des décors très bien choisis, le film a effectivement tout pour fonctionner. Mais si j'ai décidé de vous parler du film, c'est parce qu'il rentre dans cette catégorie très fermée des films que j'aime énormément, parce qu'ils ont à la fois beaucoup de choses à dire et un sous-texte très intéressant, mais sans pour autant se la jouer complexe et inaccessible pour le grand public. Car selon moi, ce qui fait que ce film possède énormément de choses à dire, mais aussi beaucoup d'interprétations possibles, c'est son concept original de boucle temporelle. Parce qu'il est à la fois intéressant, et en plus très peu représenté dans les médias et aux yeux du grand public. Cependant, même si un concept est très intéressant de base, c'est pas ça qui va faire le film entier, puisque c'est vraiment le scénario derrière Un jour sans fin qui rend vraiment les bases du film solides. Et attention, pour parler plus en profondeur du scénario, à partir de maintenant, je vais devoir vous divulgacher le film. Donc si vous n'avez pas vu le film, vous aurez compris que je vous le recommande sans hésiter. Je vais donc partir du principe que là, soit vous avez vu le film, soit vous vous en foutez d'être spoilé.
Déjà, on va devoir parler du personnage principal. Phil Connors, comme je l'ai dit plus tôt, est un connard, imbu de sa personne, méprisant et qui s'accorde trop d'importance. Bref, un tweetos. Mais forcément, comme c'est notre protagoniste et que l'on se retrouve dans une comédie, il va suivre un arc de rédemption pour devenir une bonne personne. Après nous avoir introduit Phil et les deux autres personnages importants du film, à savoir Rita et Larry, suite à cela, le film va nous présenter toute la journée du 2 février, la célébration de la marmotte, les comic relief, les personnages tertiaires qui reviendront plus tard, et tout ce dont on a besoin de savoir pour l'introduction de l'intrigue. Rien qu'avec ça, le film va déjà poser toutes les bases, à savoir les personnages importants, les raisons qui poussent Phil à être aussi exécrable, la journée dans laquelle Phil va se retrouver bloqué, et surtout, il va faire tout ça en moins de 20 minutes. Après cela, on enchaîne ensuite avec la plus grosse partie du film, où l'on suit Phil, bloqué dans sa journée du 2 février, jusqu'à la conclusion. Et c'est cette partie qui, du coup, est la plus intéressante, scénaristiquement parlant du moins. Déjà parce que c'est la plus longue, donc forcément elle raconte plus de choses, mais surtout parce qu'elle suit une logique scénaristique, ou plutôt une thèse très connue, à savoir celle d'Elizabeth Kubler-Ross. Qui est cette femme, me direz-vous? Eh bien, Elizabeth Kubler-Ross est une psychiatre qui a justement écrit une théorie sur les 5 étapes du deuil. Pour vous expliquer la théorie telle que je l'ai interprétée et je l'ai comprise, elle a émis une hypothèse quant à ce qui se passerait lors d'un deuil ou de la perte de quelque chose dans le cerveau humain, qu'elle découpe en 5 parties. Cela commencerait par le déni, où l'on refuse cette perte, puis la colère, enfin le marchandage, où on va essayer absolument de trouver une solution pour récupérer ce qu'on a perdu, la dépression et pour finir l'acceptation. C'est une théorie très connue et utilisée dans tout type d'œuvre, et c'est exactement le parcours que va suivre Phil tout au long du film, avec au départ le déni, puisqu'on le verra souvent au refus de situation dans laquelle il se retrouve, puis la colère, on le verra effectivement très souvent en colère quant aux réactions des personnages qui l'entourent. Le marchandage, lui, correspondrait plutôt au moment où il décide de faire n'importe quoi avec sa vie, puisqu'il comprend que de toute manière, il n'y a plus aucune conséquence à ses actions. La dépression, elle, est très visible puisqu'elle arrive au moment où Phil perd la raison et se suicide en boucle, et le dernier acte du film montre Phil qui part accepter sa situation et se met à faire le bien autour de lui, et profite de son pouvoir pour aider ceux dans le besoin. Et ce jusqu'au moment où il finira par se réveiller en compagnie de Rita, enfin sorti de la boucle. Et après tout ça, la fameuse happy ending de comédie romantique classique, où Phil finit avec Rita et décide de vivre à ville de merde machin. Quand on colle cette théorie psychiatrique avec le déroulement du film, tout semble parfaitement concorder. D'ailleurs, remarque personnelle mais que je trouve assez intéressante, c'est que l'une des autres œuvres connues dans la pop culture pour utiliser cette théorie est The Legend of Zelda Majora's Mask. Théorie très connue des fans puisqu'elle montre que chaque étape du deuil représente une zone dans le jeu. Mais du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de ce Zelda? Eh ben déjà parce que c'est un de mes Zelda préférés, du coup j'aime bien en parler. Et surtout parce que, comme Un jour sans fin, il possède ce concept de boucle temporelle au centre de son intrigue. Et je pense pas que c'est une simple coïncidence que deux œuvres ayant un concept similaire utilisent la même théorie comme structure narrative, puisque si on creuse un peu plus le concept, Un jour sans fin parle lui aussi du deuil et plus précisément de la perte. Phil Connors, en se retrouvant piégé dans cette journée infernale, perd absolument tout. Ses ambitions ne sont plus réalisables, chacune de ses actions n'entraîne aucune conséquence et donc il finit par perdre tout intérêt à la vie en général. Dans son message de deuil et de perte, le film ira même jusqu'à nous montrer la mort d'un personnage, le mendiant, qui est inévitable puisque malgré tous ses efforts, Phil n'arrivera pas à le sauver. C'est en reliant tous ces éléments qu'on comprend ce que le film cherche à nous dire. Ce que Phil Connors a perdu, c'est une raison de vivre, ou plutôt de continuer à vivre. Et c'est après toutes ces péripéties et sa remise en question que le personnage comprendra ses erreurs et trouvera une raison d'avancer. C'est ce qui lui permettra enfin de briser cette boucle. Quand on connaît les ambitions de Rubin derrière le script, c'est pas si choquant que ça de voir un tel sous-texte dessiné. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que je pourrais continuer à théoriser très longtemps sur le film, que ce soit sur cette liaison entre la boucle temporelle qui représente une parfaite allégorie du deuil et du sentiment de perte, montrant par exemple que chacun passe par là et que c'est en surmontant ce genre d'épreuve que l'on évolue comme Phil l'a fait. Je pourrais également aller chercher plein d'autres interprétations comme celle qui dit que le film évoque et critique notre société en montrant à quel point elle peut juste enfermer certaines personnes dans un moule, mais pour ça il faudrait vraiment que je fasse un essai entier sur le film. Et je suis une grosse feignasse, en plus de pas avoir les compétences. Mais je pense que déjà avec ce que je viens d'expliquer, j'ai pu suffisamment justifier mon propos quant à pourquoi le scénario du film est si bien ficelé. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à dire pour en finir? Comme je l'ai dit plus tôt, et j'imagine comme vous l'aurez compris, j'aime énormément ce film. Que ce soit pour toutes ses qualités intrinsèques, la réalisation, les décors, les acteurs, l'ambiance, mais surtout parce que ce film dégage une aura intemporelle. C'est un film qui vraiment a marqué les âges et restera aujourd'hui et demain encore culte. Mon seul regret vis-à-vis de ce film, c'est surtout de jamais avoir connu la version originale du scénario de Rubin, qui avait l'air bien plus psychologique et plus traiter les problèmes de Phil et son état mentalement fragile quant au fait qu'il revivait en boucle cette journée.
qui est bien passé à la trappe dans le film final pour se retrouver avec une comédie plus classique, bien que comme je l'ai dit, elle reste très bonne. Pour finir, je dirais simplement que Un jour sans fin est un film qui a une idée, va très bien l'exploiter et ne va pas se perdre avec des détails un petit peu inutiles. C'est vraiment un film sans aucune prétention et qui n'a pas non plus d'ambition démesurée. Il vient, il dit ce qu'il a à dire et finalement c'est un petit peu tout ce qu'on lui demande. Du coup, si vous n'avez pas vu ce film, qu'est-ce que vous faites encore sur cette vidéo? Alors, j'ai encore quelques petits trucs à dire avant de finir la vidéo. Déjà, pour ceux qui sont toujours là, merci, c'est sympa. C'est la première vidéo sur ma chaîne où je parle de cinéma, et je compte continuer évidemment. Et d'ailleurs, vous devriez bientôt voir que c'est pas la seule chose dont je vais parler. Mais si je voulais vous parler à la fin de la vidéo, c'est notamment pour que vous me fassiez des retours quant à ce que j'ai fait, notamment sur les parties en facecam. Je sais que j'ai 2-3 choses à améliorer, mais je vais continuer un petit peu là-dessus. En tout cas, merci pour ceux qui auront vu la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un like, et moi je vous dis à la prochaine.